Peut-on être trahi par son propre frère d'armes? Jusqu'où iriez-vous pour affronter une vérité qui consume tout autour d'elle? Imaginez que la personne en qui vous avez le plus confiance, celle qui a partagé la peur, la poudre et la victoire à vos côtés, soit au centre d'un complot capable d'anéantir toute une nation. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais l'écho de tous les peuples qui, à travers les âges, ont vu leur destin basculer à cause d'une trahison venue de l'intérieur, bien plus dévastatrice que l'ennemi extérieur. Dans l'histoire du Burkina Faso, mais aussi dans celle de nombreuses nations, la loyauté au sein des forces armées a souvent été la dernière digue contre le chaos. Son effondrement a toujours marqué des tournants tragiques. Rappelez-vous l'effondrement de Rome lorsque la corruption des légions a ouvert les portes aux barbares, ou encore la chute de l'Empire byzantin, trahi par ses propres généraux. Ici, l'enjeu est tout aussi vital. Il s'agit de la survie, non seulement d'un gouvernement, mais de l'idée même de justice et d'ordre. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'a jamais douté de la loyauté du colonel Kabore. Ensemble, ils ont survécu là où tant d'autres ont péri. Sous une pluie d'acier, lors de l'embuscade de Kidal, dans la poussière et le sang, ils ont tenu la ligne alors que tout semblait perdu. Kabore n'est pas un soldat comme les autres. Il est le rempart du Nord, le pilier de la défense nationale, celui que l'on envoie lorsque tout vacille. Pourtant, même les forteresses les plus solides peuvent être minées de l'intérieur, comme l'a montré la longue nuit des purges en URSS, où Staline avait été forcé de douter de ses propres officiers. Mais une ombre sournoise grandit désormais dans les couloirs du pouvoir, des murmures de corruption, de soldats fantômes et d'armes mystérieusement disparues. Certains prétendent que la base la plus fortifiée du pays est rongée de l'intérieur. Que se passe-t-il derrière ces murs? Les rapports officiels sont irréprochables, trop parfaits pour être honnêtes. Ce genre de dissimulation n'est pas nouveau. Durant la guerre du Vietnam, des généraux américains recevaient eux aussi des rapports parfaits sur des fronts qui, en réalité, étaient déjà perdus. Là-bas comme ici, le mensonge tue autant que les balles. D'abord, Ibrahim refuse d'y croire. Mais chaque nuit, les doutes le rongent un peu plus. S'il détourne le regard, il met non seulement la nation entière en péril, mais aussi son propre pouvoir. Une seule erreur et tout s'effondre. L'armée, le pays, sa légitimité. Pour vous, d'un spectateur, ce n'est pas une simple intrigue africaine. Ignorer la corruption, c'est mettre en danger la paix, la justice et l'avenir de tous. Des exemples abondent, du scandale des casques bleus en Bosnie, où des détournements ont prolongé la guerre, à la débâcle du Congo lors de la chute de Mobutu, où la corruption a vidé l'État de sa substance. Alors, par une nuit sans lune, Ibrahim prend une décision radicale. Il va enquêter lui-même. Il quitte le confort du palais, revêt un uniforme de simple soldat et s'enfonce dans la nuit, prêt à tout risquer pour découvrir la vérité. Son choix pourrait lui coûter la vie. Mais détourner les yeux serait pire encore. Ce geste rappelle le roi Henri IV qui, lors du siège de Paris, avait quitté son armure royale pour partager la misère de ses soldats. L'histoire est pleine de ces moments où les dirigeants, pour comprendre la souffrance du peuple, ont dû se mêler à la foule, quitte à risquer leur couronne. Entrons dans cette nuit où tout a basculé. Jusqu'où Ibrahim ira-t-il pour sauver son pays? Quels secrets interdits s'apprête-t-il à révéler? Et à quel prix? Les plus grandes décisions s'écrivent souvent dans l'ombre, loin des projecteurs, là où chaque pas est une prière ou une menace, là où un seul témoin peut changer le cours de l'histoire. Ce soir-là, chaque pas d'Ibrahim dans la base résonne comme un compte à rebours. Il ne sait pas encore que la moindre erreur peut signer sa perte. Imaginez le suspense d'un général russe inspectant la ligne du front lors de la guerre de Crimée ou celui d'un chef de résistance française, en 1944, avançant dans la nuit pour déjouer une trahison. Ici aussi, tout peut basculer en une seconde. Quand les dossiers officiels mentent et que seuls les murmures nocturnes paraissent sincères, faut-il faire confiance au rapport ou à son instinct? Cette question ronge Ibrahim, immobile devant deux piles de papier sur le bureau présidentiel. À gauche, le rapport du colonel Kabore venu du Nord. Tout va bien, dit-il. Les soldats seraient nourris correctement, les équipements irréprochables, la frontière inviolable. Une vitrine parfaite, trop lisse pour être honnête. Comme dans le scandale Enron, où les bilans comptables semblaient irréprochables jusqu'à la découverte du plus grand mensonge financier des États-Unis. Mais à droite, la pile des lettres anonymes pèse 1000 fois plus. Des mots tremblés, griffonnés à la hâte, envoyés par les familles sommant des soldats. Elles racontent la faim, les repas sautés, les vivres volés, les gilets trop troués, les véhicules qui ne roulent plus. Derrière chaque phrase, une détresse muette. Les familles supplient, murmurent leur peur, non pas de l'ennemi, mais de leurs propres officiers. On se croirait dans les derniers jours de la guerre d'Algérie, où les lettres des appelés révélaient une détresse que les rapports de l'état-major ignoraient, non.
La colère et l'inquiétude montent en Ibrahim. Détournements, rationnements brutaux, matériel en panne, morale en chute libre. Chaque lettre est un signal d'alarme, un coup porté à la version officielle. Que faire? Envoyer une inspection classique? Inutile. La corruption, il le sait, se terre dès qu'on la cherche. Un audit annoncé ne révélera rien. Les coupables savent camoufler leurs traces et la mascarade se poursuivrait. C'est le syndrome du blanchiment administratif, observé dans tant d'institutions où les corrompus maquillent la réalité avant chaque contrôle. Ibrahim comprend qu'il ne peut plus s'appuyer sur les voies habituelles. Fermer les yeux, c'est sacrifier la confiance du peuple. La crédibilité de la présidence, la sécurité nationale, l'âme même de l'armée, tout est en jeu. Ignorer ces alertes, c'est laisser la vérité se dissoudre jusqu'à la rupture. L'histoire du Brésil avec l'affaire Petrobras prouve qu'ignorer les signaux faibles précipite la chute non seulement des gouvernements, mais de tout un système. Alors en silence, Ibrahim décide. Pas de ministre, pas de commission, pas d'inspection. Il ira lui-même. Fini le costume et les insignes. Il endossera la tenue simple du soldat, sans escorte, sans grade, juste un visage parmi d'autres. Il efface son identité de chef pour redevenir un homme de terrain, prêt à affronter la boue et la peur. Comme Peter le Grand, qui a navigué incognito sur les chantiers navals européens pour apprendre à bâtir sa flotte, Ibrahim choisit l'anonymat pour déterrer la vérité. Dans la nuit épaisse du palais, il prend les clés d'un vieux camion sans logo. Un salut discret aux gardes, puis il s'enfonce dans l'obscurité, la route s'ouvrant devant lui comme une promesse de vérité, ou de chute. Ibrahim sait ce qu'il risque, mais il préfère le danger tangible du terrain au mensonge doré du pouvoir. Parfois, pour réformer un système gangrené, il faut aller à la racine du mal, au péril de tout perdre. Les révolutions les plus profondes sont souvent déclenchées par ceux qui osent regarder la réalité en face. Avant l'aube, Ibrahim roule vers l'inconnu, chaque kilomètre l'éloignant un peu plus de la sécurité du palais. Ce qui l'attend, personne ne peut le prévoir. Mais il a fait son choix. Comme César franchissant le Rubicon, Ibrahim franchit la frontière invisible entre la sécurité et le risque absolu pour le bien commun. À quoi ressemble vraiment la vie de ceux qui portent l'uniforme, censés tenir la nation debout? Et si la plus grande menace n'attendait pas dehors, mais rôdait déjà au cœur du bastion? L'histoire du capitaine Dreyfus, condamné par les siens sur de faux rapports, illustre combien la vraie menace naît souvent de l'intérieur. Quand la négligence devient habitude, la frontière entre discipline et abandon s'efface. Ibrahim pénètre dans la base du Nord, censé incarner la vigilance. Pourtant, il est accueilli par le silence. Portail ouvert, aucun soldat en vue. Le poste avancé n'est plus qu'une coquille vide. Ici, n'importe quel intrus, terroriste, trafiquant ou pire, pourrait franchir la grille sans rencontrer la moindre résistance. Un scénario qui rappelle la prise de la Bastille, où la forteresse était quasiment abandonnée. Les hangars sont des cimetières mécaniques. Partout, des camions hors d'usage. Moteurs éventrés, pneus dégonflés, réservoirs asséchés jusqu'à la dernière goutte. Le contraste avec les rapports officiels est saisissant. Sur le papier, tout fonctionne, mais la réalité suinte la misère. Où sont passés les fonds, le carburant, les pièces manquantes? La base n'est plus qu'un leurre, vulnérable à la première attaque. Rappelons l'effondrement de l'armée irakienne à Mossoul en 2014. Des équipements flambant neufs, mais incapables de résister faute de maintenance et de morale. Dans les baraquements, l'atmosphère est irrespirable. Les soldats, supposés incarner la force du pays, ne sont plus que des ombres. Amaigris, hagards, ils engloutissent une bouillie fade, infestée d'insectes. Le silence pèse, brisé seulement par le froissement de vêtements sales. Les couchages sont humides, l'air chargé d'une odeur d'abandon et de tristesse. Pas d'eau potable, pas de douche, seulement la survie, chaque jour, tandis que la peur rôde. Ce climat rappelle les récits terribles de la Grande Guerre, où des bataillons entiers mouraient trop de faim à quelques mètres des lignes de ravitaillement, parce que la corruption avait vidé les réserves. Les officiers, invisibles. Leurs logements, eux, débordent de confort. Climatisation, réserve de nourriture, rideaux tirés sur la misère collective. Certains paradent en ville, affichant une insolente prospérité. Ils ont détourné les rations, les primes et l'argent destiné à l'entretien. L'État est pillé de l'intérieur, transformant les soldats en pions sacrifiables et les ressources publiques en butin privé. Cette dynamique s'est vue dans de nombreux pays, comme en Afghanistan, où des seigneurs de la guerre vivaient torsant dans le luxe tandis que leurs hommes manquèrent de tout. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Derrière une porte dérobée, Ibrahim découvre un arsenal. Des caisses de munitions neuves, soigneusement dissimulées, prêtes à être écoulées au marché noir. Ici, on ne se contente pas de voler, on arme l'ennemi, on vend la sécurité du pays pour quelques liasses. Ce n'est plus de la simple indiscipline, c'est de la haute trahison.
L'histoire du trafic d'armes dans la Sierra Leone, qui alimentait les rebelles du Front révolutionnaire uni, montre combien ces trafics peuvent prolonger la guerre et détruire toute perspective de paix. Un nom revient sur toutes les lèvres, le major Thiam Thor, bras droit du colonel, cerveau d'une mafia interne qui contrôle tout depuis des mois. Intimidation, extorsion, menaces, chaque voix qui s'élève est écrasée, chaque famille récalcitrante prise en otage. La peur est devenue monnaie courante. On pense ici aux mafias militaires du Nigeria dans les années 80, où les détournements étaient en si profond que l'État lui-même semblait avoir disparu. Le colonel Kabor, celui en qui Ibrahim avait placé son espoir, n'est pas complice, mais prisonnier. Son propre état-major le tient sous la menace, silence ou représailles contre ses proches. Sa loyauté a été broyée, sa volonté réduite à néant par la corruption qui gangrène la chaîne de commandement. Cela rappelle la situation de certains officiers sous l'occupation nazie, piégés entre leur conscience et la peur des représailles sur leur famille. Le danger ne vient plus des frontières, il suinte de chaque mur, de chaque couloir. Si rien ne change, la base tombera, les armes finiront dans les mains ennemies, et les soldats fidèles seront exécutés par des traîtres déguisés. La dernière ligne de défense du pays chancelle. À ce stade, l'effondrement est total, comme dans les dernières heures de la République de Weimar, où la désorganisation interne a ouvert la porte à la dictature. Face à ce naufrage, Ibrahim doit agir. Affronter le chef des traîtres, risquer sa vie, briser le cercle vicieux. Les compromis appartiennent au passé. La survie de la nation se joue maintenant. L'histoire du général de Gaulle, qui s'est dressé contre les trahisons de Vichy pour sauver l'honneur de la France, montre que c'est parfois dans la solitude que se nouent les plus grands actes de résistance. Mais Ibrahim n'a pas été formé pour détourner le regard. Il va devoir choisir, dénoncer ou tout perdre. La tentation du silence, si fréquente dans les organisations rongées par la peur, doit être combattue par une éthique inébranlable. Quand la vérité éclate, chaque fidélité se paie au prix du sang. Ce soir-là, derrière la porte verrouillée du bureau du colonel, nul ne sait qui survivra, ni quel camp triomphera. Le huis clos rappelle les grandes tragédies où la vérité ne jaillit qu'au prix du sacrifice. Un silence de plomb règne, troublé seulement par le cliquetis des chargeurs. Le colonel Kabor, visage durci, observe ceux qui furent jadis ses frères d'armes. Les regards glissent, la peur contamine l'air, la confiance s'effrite. Les secrets jaillissent, certains ont pactisé avec l'ennemi, d'autres sont restés aveugles. Les murmures se font coupants, chaque seconde alourdit l'atmosphère. On pense ici aux purges staliniennes, où la loyauté était testée dans des conditions extrêmes. Soudain, la porte vole en éclats sous la botte d'un commando. Thiam Touré mène la charge, armes au poing, prêt à effacer toute trace de leur trahison. Son regard brûle d'une folie froide. Il ordonne d'une voix glaciale l'exécution immédiate. Aucun témoin ne doit survivre pour révéler leur crime. La loi du silence, celle de la mafia, règne comme dans les pires heures de la Camorra napolitaine. Mais alors que l'ombre de la mort plane, Ibrahim s'avance, retire la casquette qui dissimulait ses traits. Un frisson traverse la pièce. Le président lui-même est là, vulnérable, sans escorte. Tout vacille. Les alliances éclatent. Qui doit-on sauver? Qui trahir? Dans ces moments de vérité, le destin du groupe se joue sur une poignée de décisions individuelles. Le doigt de Thiam tremble sur la détente. Un cri fend l'air, puis un coup de feu retentit. Le colonel s'interpose d'un mouvement fulgurant et encaisse la balle destinée à Ibrahim. Son sang s'étale sur le sol, mais dans un souffle, il murmure « Pour la vérité, pour le pays ». Son dernier acte révèle la grandeur d'un homme prêt à tout sacrifier pour la justice. Ce geste rappelle celui du capitaine Alfred Dreyfus, qui, malgré l'humiliation, a toujours proclamé son innocence pour sauver l'honneur de l'armée. Stupéfaits, les soldats abaissent leurs armes. Le masque de Thiam s'effondre, ses crimes éclatent au grand jour. La loyauté change de camp. Plus personne ne veut obéir à un traître. Le rapport de force bascule. Thiam et ses complices sont maîtrisés, menottés. Le réseau de corruption, bâti dans l'ombre pendant tant d'années, s'effondre en quelques instants. Comme lors de la chute de la dictature de Ceausescu, le système s'écroule dès que la peur change de camp. En quelques battements de cœur, le destin de l'armée et du pays tout entier s'est joué. L'échec aurait entraîné la mort du chef de l'État, le chaos, la ruine. Mais ce soir, un sacrifice a sauvé l'honneur, et la justice a une chance de renaître. Le prix du courage est parfois exorbitant, mais il ouvre la voie à une reconstruction authentique. Dans le calme revenu, les soldats réalisent l'ampleur de ce qu'ils viennent de vivre. Mais la bataille contre la corruption ne fait que commencer. L'histoire enseigne que la victoire sur l'injustice nécessite un suivi sans faille. L'Italie post-mafia a dû inventer de nouveaux outils pour empêcher le retour de la pieuvre. La justice ne suffit plus.
Il faut aller plus loin, rebâtir et montrer que la loyauté mérite autant de force que la punition de la trahison. Les sociétés qui guérissent de la corruption, comme Singapour sous Lee Kuan Yew, l'ont fait non par la seule répression, mais par la valorisation exemplaire de l'intégrité. Aux premières lueurs, la base est verrouillée. Ibrahim ordonne l'arrestation immédiate de tous les officiers corrompus. Les soldats stupéfaits assistent à la mise en joue des suspects, menottés devant caméras et frères d'armes. L'état d'urgence tombe sur la base. Nul ne sort, nul ne rentre. La peur change de visage. C'est une scène que l'on retrouve dans les grandes purges des armées sud-américaines, où la transparence est imposée brutalement pour restaurer l'ordre. La purge s'intensifie. Ibrahim s'avance sur la terre sèche, seul face à la troupe rassemblée. Son discours est tranchant. Il nomme la douleur, expose sans détour les détournements et jure que l'armée ne trahira plus jamais ses propres enfants. Il annonce la destitution immédiate de toute la hiérarchie compromise, y compris le colonel Cabor. Cette rupture publique rappelle le discours de la honte prononcé par le président Lula lors du scandale Mensalo. Mais Ibrahim ne se contente pas de frapper. Devant tous, il élève symboliquement un simple soldat, connu pour sa probité et son courage, au rang de commandant de la base. Pour la première fois depuis des mois, chacun comprend que le mérite et la fidélité ouvrent la voie. Ni la flatterie, ni la corruption n'ont plus droit de citer. Ce mérite rappelle la réforme de l'armée prussienne, où les promotions étaient bien basées sur la valeur et non la naissance. Il grave un nouvel ordre. Désormais, aucun officier ne mangera tant que ses soldats ne seront pas servis. C'est une règle affichée clairement. Chaque repas, chaque ration commence par la troupe. Ceux qui montreront l'exemple recevront reconnaissance et récompense sous les yeux de tous. Cette règle, inspirée des samouraïs japonais, où l'honneur du chef se mesurait à la dignité de ses hommes, transforme la culture du commandement. La restauration se voit, se sent. L'équipement est réparé dans l'urgence, les véhicules redeviennent opérationnels, le ravitaillement arrive enfin. De nouveaux uniformes, de meilleures portions, mais surtout la confiance renaît. Les soldats relèvent la tête, ils ne sont plus seuls, ni oubliés. Comme dans l'armée israélienne après la guerre du Kippour, le sursaut moral précède le renouveau opérationnel. Face à ses pairs, le colonel Cabor n'est pas humilié. Ibrahim le traite avec respect. Il salue ses années de service, souligne sa valeur humaine, mais le relève de toutes ses fonctions. La leçon est claire, aucun homme, même frère d'armes, n'est au-dessus des principes. Ce rappel trouve un écho dans la tradition républicaine française, qui met la loi au-dessus des individus. Le message se répand comme une traînée de poudre. La corruption n'aura plus jamais droit de cité. La loyauté sera célébrée aussi haut que la trahison sera punie. L'armée retrouve son honneur, la nation récupère un modèle. Cette dynamique s'est vue en Corée du Sud, où la lutte contre la corruption militaire a permis la reconstruction d'une armée exemplaire. Mais Ibrahim sait que tout ne fait que commencer. L'enjeu, c'est la survie de l'armée et de l'esprit du pays. À cet instant, la peur s'efface, la confiance revient. Le peuple entier retient son souffle. L'histoire est pleine de ces instants suspendus, où le destin collectif bascule. Le calme n'est qu'apparent. Ailleurs, d'autres centres de pouvoir réagissent déjà. Ibrahim n'a plus le choix, il doit anticiper la riposte ou perdre tout ce qu'il vient de gagner. Dans l'ombre, des réseaux menacés mijotent leur vengeance comme lors de la contre-révolution blanche en Russie ou l'insurrection des colonels en Grèce. La question se pose, simple et brutale. Qui sera prêt à se lever quand l'espoir s'effrite ? Et vous, aurez-vous le courage d'affronter le mensonge, même si vous devez le faire seul ? Car l'histoire d'Ibrahim n'est pas celle d'un simple homme, mais celle d'un peuple refusant de détourner les yeux, même lorsque la vérité fait mal. Ce dilemme traverse les âges. Socrate a choisi la vérité face à la foule, Nelson Mandela a résisté à l'injustice en solitaire avant de soulever une nation. Ce soir-là, Ibrahim a choisi de s'enfoncer dans l'ombre pour réveiller la lumière. Il aurait pu se cloîtrer dans son bureau, protégé par ses conseillers et des dossiers sans tache. Il aurait pu feindre l'ignorance, détourner les yeux devant les disparus et les comptes falsifiés. Mais il a compris que le pire ennemi ne vient pas d'ailleurs. C'est la corruption qui gangrène la confiance et vide l'âme d'une armée. Les leçons du passé, de la Grèce antique à l'Amérique contemporaine, convergent. Une société ne survit que si ses dirigeants affrontent la réalité, même au prix de leur sécurité. Le courage d'un seul a révélé la blessure de tout un peuple. Rester passif face aux mensonges, c'est accepter que la dignité collective soit piétinée chaque jour. Chaque rapport falsifié, chaque silence acheté, chaque promesse bafouée creuse la tombe de nos espérances. Ce constat vaut pour toutes les institutions, familles, écoles, entreprises, États. Pourtant, l'acte d'Ibrahim rappelle une vérité universelle. Il suffit d'un mot,
d'un geste pour que tout bascule. Le système ne change pas par de belles déclarations. Il se régénère par l'exemple, par le risque, par la sueur et parfois le sang de ceux qui tiennent bon, même sous la menace. Prenons l'exemple de Rosa Parks, dont le refus de céder sa place a bouleversé l'histoire américaine. Devant ce miroir, la question vous revient. Que valent nos principes si nous n'osons pas les défendre dans le silence général? Que reste-t-il d'une nation qui préfère le confort du mensonge à l'inconfort de la vérité? Ce choix n'est pas réservé aux dirigeants ou aux soldats. Il appartient à chaque citoyen, chaque parent, chaque étudiant qui voit l'injustice et hésite à parler. L'histoire de Malala Yousafzai, qui a défié les talibans pour le droit à l'éducation, montre que même les voix les plus fragiles peuvent ébranler les tyrannies. Rester spectateur, c'est livrer nos rêves à ceux qui les volent. Oser s'inspirer d'Ibrahim, c'est croire qu'un seul acte de courage peut réveiller tout un peuple. L'intégrité n'est pas un luxe, c'est la condition de notre survie commune. La Norvège, après l'occupation nazie, s'est reconstruite sur la base de la confiance retrouvée. La transparence, la justice, la vérité, telles sont les armes des peuples libres. Alors la question demeure. Serez-vous celui ou celle qui se lève, même si cela signifie marcher seul dans la nuit? Car s'indigner ne suffit pas. Seuls les actes changent le cours de l'histoire. L'exemple de Václav Havel, dramaturge devenu président, prouve que la parole courageuse peut devenir le socle d'une nation renouvelée. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas seulement mis au jour la trahison d'un homme, il a retrouvé la force d'un peuple debout. Et demain, peut-être que la prochaine bataille contre l'injustice se jouera aussi en vous, car l'histoire n'est pour jamais finie. Chaque génération doit choisir, à son tour, d'ouvrir les yeux et de défendre la lumière, même dans la nuit la plus noire.